Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour la cryptosphère. Allez, on débute direct avec le Fear and Greed Index côté crypto qui est à 30. Toujours dans la peur. Du côté des marchés US, on sort de la zone de greed à 52. Les plus enthousiastes se sont fait éjecter de leur nuage pendant la prise de parole hier soir de Monsieur Powell, qui lui ne voit pas encore la fin du tunnel. Comme d'hab, on verra ce qu'il en sera aux prochaines décisions de la Fed. Alors vous avez été nombreux ces 2 derniers jours à me dire que vous ne trouviez pas le lien de notre Telegram. Et pourtant c'est le premier lien qui se trouve sous les vidéos, juste ici. Allez, pour les plus feignants d'entre vous, je vous mets le lien juste en haut là. Du coup je vais en profiter pour remercier Altir, Guillaume, Monsieur Riros, avec également Fredouille qui m'ont permis de choisir la miniature du jour. Et c'est au final NG Crypto qui a dû trancher. Donc si vous avez des réclamations sur la miniature du jour, c'est vers lui qu'il faudra vous tourner. Allez, dernier petit rappel, dans la description, vous pouvez aussi y retrouver tous les timecodes du Zap, qui est lui divisé en 4 chapitres, les news, les marchés tradis, analyse technique côté crypto, et un chapitre sur l'univers des NFT, Metaverse et Play to Earn. Surtout n'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour tenter de gagner un NFT Zap Crypto. Et vous pouvez également retrouver toute la collection sur OpenSea. Installez-vous confortablement, le Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Zap Crypto. Vous vous souvenez la semaine dernière qu'on a vu que Core Scientific était sur le point de faire faillite, que Core Scientific avait aussi fait des prêts, enfin emprunté de l'argent à pas mal de monde, donc pour une valeur d'1 milliard. Donc cette boîte américaine est sur le point de faire faillite et pourrait donc également déstabiliser l'intégralité de l'écosystème. On avait vu que Argo Blockchain, pareil, société de minage, avait perdu 40% de sa valeur en bourse. Idem en fait pour une autre société qui s'appelle Compute North, qui est aussi une société de minage mais qui est en faillite concrètement. Et donc eux ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent ils vendent tout simplement leur matériel de minage à l'entreprise, donc à Generate Capital, mais ils le vendent vraiment au rabais. Ils le vendent vraiment, ça vaut rien comparé au prix où ils l'ont acheté. Et comme par hasard, c'est la société qui les avait financés pour acheter ce matériel de minage qui leur achète au prix le plus bas. Donc on a vraiment, c'est vraiment la grosse blague, mais ils sont en train de se faire racheter concrètement. Enfin, et ça on l'avait dit parce que c'est tous ces matériaux, tous les ASIC en fait, qui sont les machines qui permettent de faire de miner du Bitcoin, sont évidemment au rabais parce qu'il y a plusieurs sociétés de minage qui sont actuellement en faillite et qui mettent leur matériel en vente. Il y a beaucoup de matériel en vente actuellement. Et donc, c'est exactement ce que fait CleanSpark, qui achète donc 3840 ASIC pour 6 millions. Il les rachète au rabais. Et donc, vous voyez, on a exactement ce qui est en train de se passer. On a des entreprises en difficulté qui font le bonheur de ceux qui ont de l'argent. Au niveau du matériel, on peut avoir des variations de prix de 2, 5, voire 10 sur certaines connectiques ou composants. Donc c'est vrai que là, la question se pose. Oui, car quand vous voyez un delta de prix aussi fort que ça, vous vous dites pourquoi m'en priver? Après une fois, j'ai Raph qui me dit c'est vraiment pas cher, ça va être de la merde. Ce qu'on a fait pour tester, c'est qu'on a pris le minimum syndical, on a reçu les échantillons, et en fait la qualité elle était limite meilleure que ce qu'on pouvait avoir ici, quoi. J'étais étonné. Au niveau du matériel, il y a une partie où on va chercher du prix, parce qu'en fait, on est sur vraiment toujours la problématique du ROI. Et ouais, ça y est, je vous reprends la tête avec mon ROI. Mais il y a des choses où on va rester sur de la marque. Tout ce qui va être, on va dire, du matériel que l'on va considérer comme critique pour la structure, on préfère payer un peu plus cher et de se fournir uniquement chez des marques. Ah oui, j'oubliais, quand on achète en Chine, on a une garantie de 6 mois seulement. Si vous avez 10 risers de mort à 2 $ et que vous devez renvoyer à votre charge pour faire fonctionner la garantie de ces 10 risers, qui vont vous coûter plus de 100 € d'expédition, en fait, il n'y a pas de garantie. C'est donc à prendre dans l'équation que lorsque l'on achète en Europe, on a une obligation d'avoir une garantie minimum de 24 mois. Et là, au niveau du matériel informatique, elle est souvent même supérieure, voire jusqu'à 10 ans pour certains composants. Cogitez bien sur le truc quand même.
Donc là, je vous fais pas de dessin, mais c'est plutôt les GPU, les cartes mères, les alimentations. On sait qu'on pourrait les payer moins cher en achetant du no-name. Et qu'est-ce que du no-name? Parce que peut-être que certains ne le savent pas, mais le no-name, en fait, c'est un produit qui va être similaire à un autre, sauf qu'il n'est pas marqué. Donc ce n'est pas forcément une contrefaçon. Quand je dis qu'il n'est pas marqué, c'est qu'il n'a pas de marque tout simplement, ou une marque peu connue, voire pas connue du tout. Du coup, on économise les frais de la marque, tout simplement. Et souvent, c'est vendu en EOM. Donc là, recherchez sur Google, je vais pas vous expliquer, mais en fait, on a 0 cartonnage. Le produit est vendu nu. On n'a pas de notice, on n'a pas d'emballage, et tout ça, c'est des frais aussi qui coûtent. On va parler maintenant de piratage avec Deribit, un exchange qui vient de se faire pirater, un exchange majeur basé plutôt sur, enfin, il est spécialisé sur les produits dérivés, on va dire, sur tout ce qui tourne autour de produits dérivés des crypto-monnaies. Et leur hot wallet s'est fait pirater. Ils ont perdu 28 millions de dollars. C'est quoi un hot wallet? Les exchanges, ils ont globalement, pour simplifier, 2 wallets différents. Le hot wallet et le cold wallet. Le hot wallet, c'est celui qui est en fait connecté à Internet. Il est forcément nécessaire d'avoir un wallet connecté à Internet pour pouvoir permettre aux utilisateurs de retirer de l'argent. Et le cold wallet, c'est celui qui est déconnecté d'Internet. C'est lui qui contient l'écrasante majorité des crypto-monnaies d'un exchange. Et du coup, ce cold wallet, il a très peu de chances de se faire pirater. Et là, c'est le hot wallet qui s'est fait pirater. Ils ont indiqué que ça représentait à peu près 1% des cryptos qu'ils avaient, mais ils ont quand même perdu 28 millions de dollars. Et du coup, ils ont bloqué les retraits en attendant d'y voir plus clair et de savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il n'y a pas de risque que ça se reproduise. Donc bon, 28 millions de dollars, ils devraient s'en sortir, mais quand même, c'est pas négligeable pour Deribit. Il y a quelques temps, ils ont levé 40 millions de dollars valorisés à 400 millions de dollars. Donc 40 millions de dollars, enfin les 28 millions, ça représente la quasi-totalité de ce qu'ils sont levés comme fonds dernièrement auprès d'investisseurs. Donc bon, c'est pas négligeable pour Deribit, on va voir ce qui va se passer. Ils vont sûrement faire une autre levée de fonds pour couvrir ce piratage-là auprès de divers investisseurs. A priori, ils sont encore solvables, ou en tout cas ça devrait passer grâce à l'argent qu'ils ont levé, mais ça montre que n'importe quel exchange peut se faire pirater et les risques liés au piratage, j'en ai parlé plusieurs fois. Après oui, en effet, cette notion de cold wallet et de hot wallet, ça aide, mais potentiellement il peut aussi y avoir des risques sur les cold wallets. Il y a plusieurs choses qui peuvent arriver, un employé malveillant, plusieurs employés malveillants, une collusion et plein d'autres choses qui peuvent faire que même des fois les cold wallets peuvent être à risque. Et du coup, si vous voulez stocker vos crypto-monnaies vous-même, vous savez comment le faire. Mais là aussi, il y a d'autres risques, le risque de perte de ces cryptos. Et apparemment, ils ont fait des études sur ce qui se passait sur la blockchain, enfin, au bout de quelques années, et ils se rendent compte que les scams prennent une place prépondérante dans l'univers blockchain. On va faire le lien avec la news Uniswap, qui dit que 98% des projets qui passent sur cette plateforme sont des scams. C'est quand même beaucoup, hein. Ils ont fait une application qui s'appelle Unicrypt. En fait, ils te scannent ton projet, et l'Unicrypt te dit oui, c'est un scam ou pas. Ouais, ils se basent sur la détention des tokens, sur les pools de liquidité, et quitte à bloquer les fonds des créateurs pour que justement ce soit une petite sécurité pour l'utilisateur de la pool. En attendant, malgré leur outil pour détecter, ils se rendent compte que 90% c'est des scams. Les scammers sont prêts à utiliser Unicrypt pour voir leur fonds bloqués, juste pour tenter genre de bypass Unicrypt et de passer pour quelque chose de legit auprès des gens pour qu'ils investissent de l'argent. La DeFi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses qui se proposent, il y a des beaux rendements qui peuvent faire de l'œil à pas mal de monde. Maintenant, exactement. Tout ce qui brille n'est pas or, on ne doit pas oublier de faire nos recherches. Et c'est un monde truffé de pièges. On doit être suffisamment aguerri pour faire attention à son argent et où on le met, quoi. Une news qui dit que le mois d'octobre n'a jamais été aussi peuplé de scams. Une autre news qui dit que Uniswap, 90% des projets qui passent dessus sont des scams. Et l'ONU qui dit 20% des attaques terroristes sont financées par les crypto-monnaies. Bon, comme t'as dit, Peter. Ça veut dire que 80% des attentats sont financés par du fiat, hein, donc on va arrêter les billets de vin. Les gars, si vous avez des billets de vin, vous avez intérêt de les envoyer au Café du Code. Il y a quelques années, c'était 5% qui étaient financés par le terrorisme en crypto, et qu'aujourd'hui, on a quadruplé, quoi. Si c'est fait avec du KYC, ici, à un moment donné, toutes les plateformes sont KYC, et ça pourra être traçable, et on sera beaucoup plus simple de trouver qui envoie de l'argent et où il part, surtout où il arrive, que de la fiat, hein. La fiat, il n'y a pas de KYC. T'as des billets de 500 dans les poches, le billet de 500, il n'est pas traçable. Alors que la blockchain, si, tout est traçable. C'est un livre, tu l'ouvres. Oh, il y a des transactions bizarres. C'est parti de Belgique pour aller à Mulhouse et de Mulhouse à Kandahar. Voilà, tu fais le lien. Je pense que effectivement, ça devient de plus en plus urgent que de réglementer l'écosystème, parce que bon, Café du Coin NCIS. Ça sera pas une mauvaise chose, les réglementations. Après, c'est la manière dont c'est fait, et il faut bien maîtriser son sujet pour pas faire n'importe quoi, parce que l'univers est tellement vaste qu'il faudrait pas que derrière ça le tue dans l'œuf. J'aime dire une phrase, c'est que oui, les crypto-monnaies financent le terrorisme, les crypto-monnaies financent la criminalité, financent tout ce qu'il y a de mal dans ce monde. Quand j'entends ça, j'ai l'impression qu'avant il n'y avait pas de criminalité, avant il n'y avait pas de terrorisme. Oh, avant ça n'existait pas, on vivait dans un monde sans
en guerre sans rien. Oubliez de dire aussi qu'avant ça, l'électricité, elle n'était pas gaspillée. Aujourd'hui, elle est gaspillée que par Bitcoin. Oui, c'est ça. Maintenant que je vous ai parlé de la token supply et du market cap, je vais vous parler des modèles de tokens. Il en existe deux principaux, le modèle inflationniste et le modèle déflationniste. Le modèle inflationniste désigne un type de token qui n'a pas d'offre maximale. On peut en fait créer des tokens à l'infini. C'est le cas d'ailleurs des monnaies fiat que vous connaissez très bien comme l'euro. Et quand on a une inflation, on a très souvent une dévaluation de la monnaie, du prix, de la valeur de la monnaie ou du token. Il faut savoir que très souvent, les modèles de tokens qui sont inflationnistes ont quand même des mécanismes déflationnistes où on va par exemple pouvoir burn ou buyback, donc rachat en français. Pour faire simple, en gros, on va pouvoir retirer des tokens de la circulating supply pour essayer de diminuer l'inflation. Les modèles de tokens qui, eux, sont déflationnistes ont une offre maximale limitée sans possibilité de modifier cette limite. En gros, cette offre limitée crée une demande naturelle, élimine l'inflation et c'est pour ça qu'on voit la valeur des crypto-monnaies qui seront très souvent déflationnistes augmenter dans le temps. Vous avez l'exemple de Bitcoin qui, lui, dès le départ, est un jeton, un token déflationniste. Et donc il y a ce tweet que j'ai fait, évidemment. Comment ça se fait que j'ai vu cette nouvelle très tôt sur Elon Musk qui vient en Roumanie, qui loue le château de Bran, c'est en Transylvanie, c'est le château du comte Dracula, et il va faire une soirée privée avec des milliardaires, des milliardaires de la tech, on va en parler au fur et à mesure, et des stars d'Hollywood, genre Angelina Jolie par exemple. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il vient en Europe, à quelques jours du X-Day, il va en Roumanie, la blockchain est ronde, ça vient de Roumanie, on le rappelle pour ceux qui le savent pas encore. Comment est-ce que j'ai vu cette information? Vous voyez, c'est un article en roumain. Je parle pas le roumain et je suis pas abonné aux actualités en roumain. Sur les commentaires YouTube, il y a eu un commentaire de l'essai d'une personne avec un pseudo roumain, avec un prénom et nom de famille roumain. Ce commentaire, il était en anglais et ça disait que Elon Musk venait en Roumanie pour fêter Halloween le 31 octobre. Ça m'a interpellé ce commentaire. C'est pour ça que j'ai cherché ensuite s'il y avait vraiment Elon Musk qui venait en Roumanie. Qu'est-ce que c'était que ça? Et en plus le tweet, le commentaire en plus a été supprimé. Mais du coup je me suis dit mais je vais chercher un peu. J'ai regardé et je suis tombé sur cet article effectivement, et je vous ai prévenu sur Twitter, je vous ai annoncé la nouvelle. Et donc bon, je prends un petit article en français parce que personne ne parle roumain ici, enfin peut-être qu'il y en a mais c'est sûrement pas la majorité, et moi non. 31 octobre, château de Bran en Transylvanie en Roumanie. Donc l'homme le plus riche du monde a choisi le château de Dracula pour organiser une fête d'Halloween privée avec des milliardaires et des stars d'Hollywood. Et du coup, la légende du conte vampire Dracula a fait du château une des attractions touristiques les plus visitées de Roumanie. Donc il a choisi ce lieu, Elon Musk, pour fêter Halloween. Et il y a aussi une autre personne importante qui sera là. Il s'agit Ovidiu Toma. C'est le fondateur et le PDG de CryptoData. C'est une société roumaine qui a lancé il y a quelques mois l'application de communication Whisper. C'est similaire à WhatsApp ou à Telegram ou à Signal comme application. Et du coup, ça, c'est un milliardaire roumain. Et il a aussi également produit Momentum, la première voiture roumaine 100% électrique. Et du coup, Ovidiu Toma est très proche du fondateur de Tesla. Est-ce que finalement c'est pas un rapprochement avec Elrond et c'est un rapprochement avec Ovidiu Toma pour faire fusionner WhatsApp, Twitter, et en fait ils créent de leur côté leur propre application X? Peut-être aussi. Faut aussi avoir ça à l'esprit. Que s'est-il passé en 1971? Voilà une question qu'on ne se pose pas souvent, moi la première. En 1971, c'est notre 3e fusée sur la Lune et Coco Chanel nous quitte. En 1971, c'est la fin des accords de Bretton Woods et le Bangladesh prend son indépendance. En 1971, les Puppies chantent à tue-tête que non, rien n'a changé. Et ils avaient raison. C'est après 1971 que tout a changé, et quand je dis tout, croyez-moi, je n'exagère pas. C'est l'incroyable découverte de 2 Américains, 2 allumés de data et d'économie qui se sont un jour mis à collectionner des graphiques, et le résultat de leur démarche est étonnant, tellement étonnant qu'il fallait qu'on vous en parle ici. Personne ne semble s'en être rendu compte, mais 1971 est une année particulière dans l'histoire économique, une sorte de singularité à partir de laquelle les données changent de rythme et les courbes de direction. Toutes depuis la croissance économique aux inégalités jusqu'au nombre d'avocats dans le monde ou de gens en situation de surpoids. Les 2 collectionneurs que je vais vous présenter ont créé un site un peu particulier que nous allons visiter ensemble. Ils y exposent leurs travaux et avancent plusieurs explications au phénomène, mais à l'heure actuelle, aucune ne paraît pleinement satisfaisante.
Le site a donc un autre objectif, que chacun puisse examiner les données et imaginer sa propre théorie, et c'est ce que nous allons essayer de faire maintenant. Ensuite, du coup, il y a un tweet de Charlie Bellilio, du coup, par rapport à tous les chiffres qu'on a eu cette année. Regardez, c'est juste dégueulasse, les pourcentages qu'on a perdus sur tous les assets, c'est juste incroyable. Donc, surtout qu'on entend souvent des gens dire oui, mais les cryptos, c'est des shitcoins, bref, c'est de la merde. Mais regardez, là, du Snap à moins 79, Shopify moins 74, Meta moins 72, bref, c'est un gros carnage. Donc là, maintenant, dites-vous qu'il y a une chose, c'est qu'après la pluie, il y a toujours le beau temps. Donc, ces gros pourcentages-là, si les sociétés arrivent à tenir, du coup, encore un petit peu, on aura de l'autre côté une grosse explosion. Donc, je suis pas en train de faire un conseil en investissement, mais c'est vrai que là, moi, je vais commencer aussi à acheter quelques actions, ça peut être intéressant. Et du coup, voilà, après, à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc Powell, il rentre ici, donc il fait sa conférence de presse. Concrètement, ce qu'on a eu, c'est d'abord à 19h l'annonce des taux, donc les 0,75 ainsi que le communiqué habituel, donc le statement, le FOMC statement. Et en l'occurrence, ce que nous dit le statement, c'est l'inflation n'est pas descendue, on a un marché du travail qui est en surchauffe, on a la pandémie, la guerre contre l'Ukraine, tout ça en fait fait que on va augmenter une nouvelle fois les taux de 0,75%. Et ensuite, il y a une phrase que moi je trouve très importante, c'est que je pense que c'est par ici, voilà. En gros, c'est toute cette phrase-là. En gros, ce que veut dire cette phrase, c'est tout simplement, on sait qu'on est dans une fourchette restrictive et qu'on va rester dans cette fourchette restrictive. La question étant maintenant, pour déterminer la future hausse des taux, il va falloir prendre en considération, d'abord d'un côté le fait que on est en train de resserrer la politique monétaire, d'un autre côté l'effet lag, le temps de réaction qu'a la politique monétaire sur les marchés, et Powell en a parlé dans les questions, donc on va aborder ce point tout à l'heure, et puis tout ce qui est les développements économiques et financiers. Globalement, Powell arrive, il prend d'abord la parole, ça se passe toujours comme ça, et il fait d'abord un communiqué. Donc suite à ce communiqué qui a eu lieu à 19h, ensuite à 19h30, on a le discours de Powell. Il arrive, il dit on n'a pas une inflation à 2%, ça c'est un fait, c'est notre boulot, notre mandat il est là pour ça. On doit se battre pour restaurer la stabilité des prix, donc du coup on va augmenter de 75 points de base les taux et continuer à réduire la balance, c'est-à-dire revendre plus ou moins des obligations au marché, réduire tout simplement le bilan de la Fed. Écoutez bien le moment le plus savoureux de la conférence de presse. Un journaliste s'est amusé à tromper Powell pour tenter de lui tirer les verres du nez, de savoir ce qu'il pensait réellement. Alors que les marchés réagissaient négativement au discours de Powell, le journaliste a faussement fait croire à Powell que les marchés étaient verts malgré son discours, lui demandant ce qu'il en pensait. Powell a été direct comme jamais. Il a dit « Nous avons encore du travail à faire pour vaincre l'inflation. Le niveau du taux directeur estimé en septembre sera plus élevé considérant les données obtenues récemment. Nous avons aucun signal attestant que l'inflation est sur une pente descendante. Il est actuellement prématuré de parler de pause et nous sommes déterminés à retourner à notre cible de 2%. C'était le coup de grâce. Les marchés se sont fait complètement assommer. La décision de Powell n'est pas très surprenante compte tenu des plus récentes données économiques. Powell en faisait d'ailleurs allusion durant pratiquement tout son discours. D'abord, l'inflation publiée le 13 octobre dernier est sortie à 8,2%. Quand on pense que l'objectif de la Fed est de ramener l'inflation à sa cible de 2%, on s'entend qu'elle est toujours très loin du compte. Mais ce qui avait le plus surpris, rappelez-vous, c'était l'inflation fondamentale qui avait bondi de 6,3 à 6,6% en septembre. Avec une inflation qui dérougit pas sur papier, la Fed ne détient pas de preuves officielles que les prix sont en voie de fléchir. Avant de relaxer sa politique monétaire, elle veut avoir la certitude que l'inflation est sur une pente descendante et ça va prendre plusieurs mois de données pour le confirmer. D'ailleurs, la deuxième chose qu'on a appris dans son discours, il a estimé que c'était complètement utopique de commencer à vouloir faire des pauses maintenant, alors qu'on commençait à avoir des bribes d'effets, de résultats par rapport à ce qu'ils ont mis en place. Donc, la pause, faut oublier. Ça, c'est la deuxième chose qu'on a appris hier soir. La troisième chose qu'on a appris hier soir pour différentes raisons, des raisons diverses et variées, eh bien, c'est que la récession se rapproche de plus en plus. Il en est conscient, Monsieur Powell, mais c'est vrai que de plus en plus, avec cette
volonté de continuer à monter les taux et en continuant ce cycle de freinage de l'économie, la récession se rapproche de plus en plus. D'ailleurs, hier soir, on a eu la meilleure preuve de toutes puisque la courbe du 10 ans et la courbe du 3 mois se sont à nouveau croisées, déclenchant une nuée d'articles médiatiques qui disent que c'est bon, le compte à rebours est lancé, on se rapproche de la récession, on va y avoir droit, on va tous y passer. Non, bref, c'est en train de revenir à toute vitesse et c'est vrai que c'est une des choses supplémentaires dont on a pris conscience, comme si on n'avait pas tout à fait pris conscience, mais ce croisement entre la courbe du rendement du 10 ans et du 3 mois est toujours quelque chose qu'on regarde régulièrement. Si on reprend ces vidéos, les vidéos du Morning Bull depuis 2 ans, on en a parlé plusieurs fois, et à chaque fois, en fait, c'est un signal de déclenchement. Je suis pas expert en statistiques, mais je sais que ce signal veut dire que quelque part, dans les mois qui suivent, mais des fois très lointains, on va avoir une récession. C'est pas le signal le plus super fiable, à mon sens, mais c'est le signal le plus fiable que les spécialistes obligataires déterminent comme un signal de déclenchement, de signal qu'éventuellement, peut-être, il se pourrait qu'un jour on ait une récession. Donc du coup, ça c'est la troisième chose qu'on a appris hier soir. En imaginant, bien sûr, entre vous et moi, que personne n'avait imaginé une seconde qu'on puisse entrer en récession. Hier, on avait vu qu'il y avait beaucoup plus d'emplois, d'offres d'emploi ouvertes que ce qu'avait prévu déjà le marché. Et aujourd'hui, c'est exactement pareil au niveau privé. Les entreprises privées aux États-Unis ont créé 208 000 emplois en septembre 2022 contre 185 000 à la hausse en août. Les chiffres sont légèrement supérieurs aux prévisions. Donc, si tu veux, les emplois, que ce soit par les entreprises privées ou non privées, sont beaucoup plus hauts. Ces chiffres sont beaucoup plus hauts que prévu. Donc, en gros, il y a beaucoup plus d'offres d'emploi que prévu. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de gens qui vont pouvoir trouver un emploi que prévu. Mais la Fed, elle aime pas ça. La Fed, elle, pour lutter contre l'inflation, il faut du chômage pour lutter contre l'inflation. Allez tous au chômage, que les gens ne gagnent pas d'argent, qu'ils arrêtent de dépenser. Donc ces deux chiffres-là, du fait qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi qui arrivent, ça veut dire que lorsqu'on va voir les chiffres du chômage, le chômage, il va peut-être pas reculer, mais du tout. Et la Fed, malheureusement, quand le chômage baisse, hop, je perds mon micro, quand le chômage baisse, les marchés n'aiment pas ça parce qu'ils savent très bien que la Fed ne va pas du tout alléger sa politique anti-inflationniste et elle risque de taper encore plus fort. Parce qu'entre nous, la Fed, imagine la Fed, il y a l'inflation qui est là, c'est une petite mouche. Elle prend le marteau et bam, la mouche. Eh ben, tant que la mouche, elle tape sur la mouche, tu vois, la mouche est toujours vivante, parce qu'elle est robuste, la mouche, tu vois. Si jamais elle regarde et fait, tiens, ben écoute, sur la table, j'ai pas pété les assiettes, j'ai pas pété les verres, la mouche est toujours là, je peux toujours prendre ma main, et bam, et continuer de taper. Ben c'est la même chose le chômage, ils vont taper dessus, s'ils voient que le chômage finalement ne monte pas, même qu'il descend, ils doivent se dire bah que tout va bien, donc je vais continuer à taper sur la mouche, voilà. Bon, j'espère que je me suis fait comprendre avec ma métaphore avec la mouche, voilà. Le VIX est sur des zones où, à mon avis, on va rester, d'accord ? On est pile poil dans la médiane du gros bordel, donc je m'attends pas à ce que la volatilité se calme, je m'attends pas à ce qu'elle explose, je m'attends à ce qu'elle reste par là. Donc là encore, je pense pas que niveau S&P 500, donc le VIX, volatilité du S&P 500, on soit vraiment sur un truc, oh putain, on va balayer des séances de plus 4, moins 4 pendant plusieurs jours, etc. Au contraire, je pense que le marché est positionné plus ou moins correctement, que c'est plutôt des notions d'arbitrage sectoriel qui vont être en passe de se passer dans les prochains jours. Et particulièrement, je vous dis, cet arbitrage entre microéconomie, ou en tout cas plus proche de la microéconomie, le côté Russell, et l'arbitrage giga méga cap techno du futur, qui franchement s'en sont mangés une belle. Voilà, donc on va voir un petit peu tout ça. C'est ça qu'il faut regarder par ma part. Beaucoup espèrent et souhaitent que le marché de la crypto soit décorrélé du marché boursier, et on se rend compte que pour l'instant c'est pas du tout le cas. Lorsque le marché de la bourse, comme le S&P 500 par exemple, chute, le Bitcoin chute. Les deux sont corrélés au point où la statistique est quasiment la même, à savoir 56% des Américains ont investi dans la crypto-monnaie et 56% des Américains ont investi dans la bourse, avec une moyenne de 25 000 $ par portefeuille. Donc quoi qu'on en dise, quand le marché boursier remonte, le marché de la crypto remonte, au point où on peut faire le marché des 10 erreurs sur ce graphique. Essaie de voir la différence entre le marché du S&P 500, donc qui est un des plus gros marchés boursiers dans le monde. Tu l'as à gauche et à droite, tu as le Bitcoin. Les deux sont quasiment similaires. Ils ont connu tous les deux la chute de mars 2020, le rebond qui s'en est suivi, et la différence finalement, c'est que le Bitcoin a connu 2 ATH qui est lié au halving, donc la division des récompenses des mineurs, et donc de fait du nombre de Bitcoin créés. Et
d'ailleurs ce double top, c'est-à-dire ce double ATH fait beaucoup parler. Il y en a même qui comparent les performances du Bitcoin qu'on a connu en 2021 à la période du S&P entre 1999 et 2015 où on a connu également un double top. Et quand on voit la suite de ce qui s'est passé avec le S&P 500 suite à ce double top, eh ben j'aimerais bien que le Bitcoin connaisse la même mésaventure, c'est-à-dire une montée ensuite parabolique. Mais avant de parler du futur, regardons historiquement qu'est-ce qui s'est passé dans les précédents cycles pour savoir si on a fini enfin la période de correction, la période de bear market ou s'il faut s'attendre à la descente finale. Et je rappelle ici bien sûr que les performances du passé ne reflètent en rien les performances qu'on va connaître dans le futur. C'est souvent même d'ailleurs le contraire qui se passe, mais c'est toujours intéressant de voir ce qui s'est passé dans le passé pour déjà se préparer psychologiquement, se préparer financièrement à possiblement investir et de ne pas être surpris par une chute qui peut pointer le bout de son nez, surtout avec ce qui se passe en ce moment dans l'économie et dans le monde. Si on arrive à passer au-dessus des 20 500 $, genre la semaine prochaine ou genre ce week-end, ça sera une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on repasse au-dessus du nuage. Sachant que la dernière fois qu'on a passé au-dessus du nuage, on va regarder ça, je vais même enlever tout ça, on va juste mettre ça. La dernière fois qu'on est passé au-dessus du nuage, c'était il y a très longtemps. Mais genre très, il y a beaucoup de mois si tu veux. Donc ça sera déjà une petite première victoire de passer au-dessus du nuage. Ici, le nuage il est très bas, tu vas me dire, mais bon, on construit tout doucement les tendances haussières, voilà, tranquillement. Non, ça serait une première victoire. Mais pour l'instant, rien n'est joué. On attend de voir. Vu les liquidations qui attendent au sud, moi, j'ai plus peur qu'autre chose. Bon, au niveau du RSI, pour l'instant, ça change pas. Le seul problème, c'est qu'on a réintégré, tu vois, ce gros triangle sur le RSI. Il y avait un gros support là. Finalement, bah, pareil, ça fait un petit fake out, ça a réintégré. Donc là, qu'est-ce qu'on se ziote sur le RSI? On se ziote cette trendline inférieure ici. Trendline qui a été touchée, tu vois, quand même pas mal de fois, qui a bien retenu. Ça peut toucher et après rebondir, et là pourquoi pas. Mais si ça transperce comme ça, ça sera le début, malheureusement, de la Halloween party sur le Bitcoin. On a cet élément supplémentaire de la divergence qui nous est donné ici. Donc je suis assez confiant en fait avec cette confirmation mensuelle et hebdomadaire de divergence, je suis assez confiant pour la suite. Il y a d'autres éléments qu'on peut faire, comme par exemple prendre un RSI, un Fibonacci qui récupère toute cette hausse, voilà, et on voit qu'on est ici revenu chercher les 78,6. Si on prend la fois précédente, alors je sais pas si, ouais, je pense que ça c'était réellement le bottom, que je prends le sommet, on est venu toucher les 85,4. Donc effectivement, il y a cette possibilité également que l'on vienne un peu plus bas encore sur le Bitcoin, chercher les 13 600 $. Vous le voyez ici, les 85,4. Malgré tout, il y a pas mal d'éléments contraires qui nous indiquent que potentiellement, mais c'est vraiment le début, il ne faut pas se dire que forcément on va avoir un cours qui monte. Hein. Moi je vous donne simplement différents éléments qui me laissent penser que ça pourrait aller dans ce sens-là. Mais il n'y a pas encore vraiment de confirmation ultime. Il faudrait qu'on vienne casser d'abord ici ce niveau avec une clôture des 21 600 et par la suite casser les 24 000 avec une clôture également pour avoir un réel signal en se disant voilà, on a quelque chose qui se construit d'assez propre en plus des autres éléments et qui cette fois-ci nous confirme réellement une hausse. Mais une hausse qui ensuite pourrait nous amener par exemple aux 33 ou 40 000. Donc ça veut dire que ici, la confirmation, elle est un peu tardive, on va dire. Vous arrivez là, derrière, vous avez la confirmation d'une hausse du Bitcoin, puis peut-être qu'on va juste monter encore de 10-15% avant de chuter peut-être plus bas. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que on a pas mal d'éléments qui nous laissent penser que sur le court terme, voilà, 1 mois, 2 mois, 2 mois et demi, quelque chose va se passer. Et probablement, en tout cas, ce que nous montre aujourd'hui le Bitcoin semble nous donner l'indication que ça serait vers le haut. Après cette chute que l'on a connue depuis 1 an, cette latéralisation très ennuyante qui a duré 4 mois, cette divergence sur le RSI, ce ravalement en mensuel, finalement un crypto fear and greed dans l'extrême peur pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, qui est aussi un élément supplémentaire mais qu'il ne faut pas utiliser seul, parce que des fois on peut rester dans la survente et dans la peur en fait également pendant des mois. Et le désintérêt général sur le marché, je le vois, ce désintérêt au niveau de ma chaîne YouTube et des réseaux sociaux de façon générale, eh ben on peut, pourquoi pas, imaginer qu'en fait, voilà, on est quelques mois positifs avant de voir un peu ce qui se passera par la suite. Ici sur Vente Twitter, on a un graphe intéressant posté par Kim Jong-yu. Ça parle de spot vs dérivés, donc les spots c'est ceux qui sont là plutôt pour du moyen long terme, alors que les dérivés c'est ceux qui sont là pour du court terme, qui spéculent simplement. Et plus ça monte, plus le violet monte ici, plus les spots sont déter sur le marché, plus ils sont présents dans le marché, et plus ça descend, plus ils prennent leur profit, et plus ils se barrent du marché. Et là, pour l'instant, regardez, depuis plus ou moins
ce crash ici autour des 30 000, les spots ne font que recharger, et c'est la première fois j'ai l'impression que ça monte autant. La dernière fois c'était quand c'était ici, 2020 plus ou moins c'était avant le crash Covid. Je pense une fois plus que sans le Covid on n'aurait pas eu ce crash ici jusqu'à $3000, et pareil sur le marché SP500. S'il faut retenir une seule chose, c'est plus les spots montent et plus les dérivés descendent, plus c'est positif pour une remontée saine. Nous sommes actuellement dans une zone de rechargement de vente logique court terme. Il est normal ici que des spéculateurs, potentiellement traders, veulent tout simplement short ce marché. C'est pas une mauvaise solution, vous êtes dans une place ici pour pouvoir shorter ce marché. C'est pas là-dedans qu'on short. C'est plutôt quand on approche de zones de rechargement de vente court terme pour continuer, entre guillemets, à apprécier cette tendance dynamique baissière de fond. L'objectif des vendeurs à découvert, faire de nouveaux plus bas. L'objectif des acheteurs, essayer d'étrangler les vendeurs à découvert et essayer de les pousser beaucoup plus haut vers le nord, bien évidemment. Et vous avez ici un petit réversal. Vous faites un haut toujours plus haut que le précédent, clôture de bougie, et derrière on retourne ce marché et on break tout simplement au nord. L'objectif c'est quoi? C'est d'aller toujours plus haut, et je pense qu'on pourra très probablement le faire dans les prochaines semaines, peut-être prochains jours, qui sait. Je suis plutôt en faveur de ce type de scénario. Les triangles de contraction qui est également visibles sur Ethereum ont des résolutions haussières. Les amis, une très bonne nouvelle si vous souhaitez créer un DAO, donc une Decentralized Autonomous Organization. Par exemple, je sais pas, vous créez 5000 NFT, vous les vendez à 5000 bonhommes, et du coup, toutes les décisions se feront du coup en collégial avec les 5000 bonhommes. Chacun va voter, et du coup, la décision qui l'emportera sera la majorité. Donc c'est un système fair, plus que notre gouvernement, j'ai pas dit ça. Et si jamais, donc, du coup, on a des outils qui permettent de créer ça maintenant, sans savoir coder, sur ETH, ça s'appelle du coup Zora, qui vous propose ça. Donc c'est un outil, du coup, vraiment chouette, parce qu'il y a pas mal de monde qui sont intéressés par l'idée, mais qui ont la flemme de se mettre au codage et tout. Du coup, franchement, ça se pose là, et c'est une très bonne nouvelle. Je vois que c'est un jeu open source, qu'ils encouragent le modding, la création d'extensions, etc., etc. Donc je me dis, c'est top, je vais vous en parler. Mais avant ça, je souhaite quand même me renseigner un peu plus en profondeur sur le jeu. Je vais sur leur compte Twitter, je vois qu'ils ont 128 000 followers. Je me dis, purée, c'est dingue que j'en ai jamais entendu parler, quoi. Et je vois que leurs tweets ont des trucs comme, des stats comme 5000 retweets, 6000 likes, etc. Et seulement 10 messages, 10 réponses. Et quand je vais dans les réponses, je vois qu'il y a des réponses qui font très acheter déjà. Je vois qu'il y a des bots, et je vois qu'il y a une seule réponse honnête qui dit ouais, vous avez encore acheté des likes et des RT. Donc là je me dis ok, ils gonflent pas mal leurs stats sur les réseaux sociaux. Donc je me dis bon, je vais quand même essayer de créer un compte vu que le jeu a l'air gratuit. Je vais sur leur site, je veux créer un compte, et je vois qu'en fait, donc ils se vendent comme l'un des jeux blockchain les plus joués. Mais pour créer un compte, déjà il faut lier son Twitter. Et là, premier red flag, je vois que les autorisations demandées par le jeu, c'est accéder à la totalité de vos informations Twitter et avoir un accès total en fait. Donc ils peuvent tweeter à votre place, bloquer des comptes à votre place, changer la description de votre compte à votre place, etc. Donc déjà là j'ai dit c'est mort, j'ai créé un faux compte Twitter pour me connecter à leur jeu. Je le fais parce que je me dis peut-être que les développeurs, ils n'ont pas sélectionné les bonnes autorisations, ils ont tout coché d'un coup. C'est pas grave, ça peut arriver. Mais je crée un autre compte par précaution, je me connecte, et là je vois que pour pouvoir accéder au jeu, c'est pas si simple que de simplement le télécharger, il faut aussi interagir avec leur Twitter pour recevoir de la crypto bonus, etc. Donc là je me dis, ça fait quand même pas mal d'étapes pour un jeu qui est beaucoup joué, ça me paraît louche. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas vous en parler, parce qu'en plus de ça, là, il s'appuie sur des données de DappRadar pour dire que c'est un des jeux blockchain les plus actifs, etc. Et on en a déjà parlé de DappRadar, il s'appuie uniquement sur les interactions, sur le nombre de wallets qui interagit avec les smart contracts du jeu pour établir le nombre de joueurs actifs sur le mois et sur les jours. Sachant que c'est pas forcément représentatif et c'est des chiffres qui sont facilement falsifiables. Suffit que le jeu crée plein de wallets et qu'il lance sur ces wallets des opérations, des interactions avec la blockchain, et hop, tout de suite ça fait gonfler les chiffres sur DappRadar. Donc peut-être que ce jeu, dans le moins pire des cas, ce jeu est legit et ils gonflent leurs chiffres pour faire parler d'eux. Dans le pire des cas, c'est un scam. Dans le doute, je préfère pas prendre le risque, et si jamais vous voulez vous lancer dans l'aventure,
Voilà, c'est un avertissement. Il y a certains red flags. À vous de voir si vous voulez prendre le risque ou pas. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.